Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JSV TV. Aujourd'hui, je vous propose, à l'instar de ce que j'avais fait l'année dernière, un petit bilan, une rétrospective de l'année 2024 sur mes parties d'Horror Arkham. De façon plus large et en propos introductif, j'ai toujours mes deux jeux préférés, Arkham et Onsen. Bon, une grosse baisse d'activité cette année en matière ludique. Beaucoup moins de parties des Onsen et beaucoup moins de parties d'Arkham, mais c'est vraiment les Onsen qui a pris la plus grosse claque. Je m'y suis remis il n'y a pas longtemps, mais j'ai dû faire moins d'une vingtaine de parties des Onsen sur l'année. Alors que bon, c'est quelque chose qui prend un peu moins de temps qu'Arkham, généralement. Bref, à l'instar de l'année dernière, on va faire ça en 3 parties. Alors, pas de campagne de l'année, parce que concrètement, j'ai pas méga accroché avec Hemlock, pour tout vous dire. Et il n'y a pas eu de campagne qui s'est vraiment démarquée sur le fait que je la joue plus qu'une autre. Donc plutôt des généralités, les investigateurs de l'année, ceux qui m'ont marqué au cours de mes différents runs, et quelques cartes de l'année avec un peu plus de propositions que l'année dernière. Alors généralité, quand je disais petite base d'activité Arkham, c'est vraiment une grosse base d'activité puisque pour l'année 2024, je ne comptabilise que 28 campagnes et et en plus de cela, 3 scénarios indépendants qui sont en fait à chaque fois 3 runs sur le gala au cœur de l'hiver. J'ai testé du coup 3 fois quand je l'ai obtenu. Et parmi ces 28 campagnes, il y en a 3 en multi à peine. D'habitude, avec Psy, on s'en claque au moins 4 dans l'année. Cette fois, on n'en a fait que 2 en duo et une en trio avec Akanos. Et, et non, 4 campagnes en multi, puisqu'il y en a une qui a été faite avec Akanos en duo, sur la toile des songes que vous regardez sur la chaîne. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, 28 campagnes sur l'année, puisque ne serait-ce qu'au premier semestre, non, au dernier semestre 2023, j'en comptabilisais plus de 10, 12 ou 13 je crois, juste sur un trimestre en 2023. Donc ouais, ça montre bien la difficulté. Il y a eu un gros creux au cours de l'année, on va dire mai jusqu'à octobre, facile. Facile, où j'ai un peu joué, mais pas autant que je l'aurais souhaité. La répartition, voilà, par classe, je me suis dit que ce serait intéressant de la voir. En gros, un tiers gardien, un tiers mystique et le reste pour les autres classes. Bon, mystique, vous savez pourquoi, c'est grâce à ces runs, notamment ces runs solo thématique induction. Et gardien, bon, c'est généralement, enfin, c'est constamment en termes de multi déjà. En multi, je joue quand même très souvent gardien. Et un peu de solo aussi. Et j'ai une partie solo aussi, une partie solo Zoé Mine en expert sur le renouveau de la zélatrice. Avec du coup Zoé parallèle. Puisque j'ai joué quelques investigateurs parallèles, j'y reviendrai. Quand on dit du coup un tiers gardien, un tiers mystique, ça représente, en fait, ça représente à chaque fois 9 campagnes, je crois, 9 campagnes ou essais indépendants. Et puis on va avancer un petit peu sur les répartitions par investigateur. Bon, l'effet notable, c'est que j'ai joué 3 fois Diana dans l'année, sur un multi et 2 solos. J'ai joué 2 fois Zoé parallèle pour tester le fait qu'elle soit full parallèle ou moitié parallèle, moitié classique. Alors classique sur sa face verso et parallèle sur sa face recto. Parce que j'ai beaucoup accroché avec ce personnage, en même temps c'est un truc de gros bourrin. Bon, on le voit en gros sur l'année 2023, c'était l'année des chercheurs, avec notamment tous les runs sur les clés écarlates, qui avaient été fait très très vite quand les clés étaient sorties. L'année 2024, c'est plutôt l'année des mystiques, entre guillemets, même s'il y a tout autant de gardiens. Sachant que bon, les gardiens se sont un peu rééquilibrés sur la fin, hein, puisque le dernier run que j'ai fait, c'est Roland Parallèle, que je viens de finir. L'avant-dernier, c'est Daniela, sur le gala de l'hiver. Donc c'est vrai que, voilà, ces 2 runs, gala de l'hiver, Daniela, c'est fin novembre, toute fin novembre. Et Roland Parallèle sur les clés écarlates, c'est fin novembre, début décembre. Donc c'est vraiment ça qui a fait pencher, qui a rééquilibré un peu entre les gardiens et les mystiques.
Rien de bien particulier. J'ai eu une petite déception sur le jack parallèle. Je l'avais testé, c'était mon deuxième run sur Hemlock Vale et finalement j'ai pas tant accroché que ça. Je pensais que le personnage me plairait plus que ça. Après je ne l'ai testé que full parallèle, je l'ai pas testé moitié-moitié. Il faudra que je vois ça, c'était intéressant. Comme je disais, bon, beaucoup moins de chercheurs que l'année dernière, mais avec des runs qui étaient très sympathiques, notamment mention spéciale pour le run que j'avais fait avec mon Joe Diamond. Je vous en parlerai pas plus que ça, mais c'était un run induction sur les confins de la Terre et il a super bien marché. Je trouve que Joe maintenant, c'est un investigateur qui a vraiment plein d'outils pour faire du solo plus que correctement. Dans les particularités aussi que vous verrez pas dans les vidéos, logiquement, Wendy, j'ai fait un run, c'est ma première victoire sur Hemlock Vale dessus. Induction, donc sans XP, et standard pour le coup. Et c'était ma première victoire sur Hemlock Vale pour le coup, sur les 3 runs solo que j'ai fait dessus. Conclusion numéro 1 si ma mémoire est bonne. Bon, voilà, j'ai déjà commencé à l'aborder. Le thème de l'année, c'était vraiment l'induction. Le fait, donc, du coup, de prendre un personnage avec 0 XP, il peut pas gagner d'XP. Je l'ai fait notamment avec les mystiques. Donc, petit pas de côté avec Caroline qui a fait du coup 2 runs sur le cercle brisé parce que je voulais impérativement réussir la fin cachée au scénario 6. Et voilà, comme j'ai mentionné, petite aussi tentative avec Wendy et Joe, qui sont sur le départ des succès toutes les deux. Et en multi avec Psy, on a fait un run en induction Dexter Marie sur le renouveau de la Zélatrice. En standard. Oui. Et on avait réussi. Je crois qu'on a sacrifié Lita encore. Mais c'était sympa. C'était sympa. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Alors effectivement, ça m'a bien éloigné des cartes à XP. Mais c'est vrai que c'était une... je pense que ça fait partie des runs que j'ai préférés depuis que je joue au jeu. C'est vraiment différent, ça m'a apporté une autre vision sur les choses. Bon, CF les différentes vidéos là-dessus. À l'heure où cette vidéo sort, vous n'avez pas encore vu, parce que j'ai pas fini de les travailler, les vidéos sur le run de Diana, le run de Kohaku, logiquement. Et je n'ai pas fait de vidéo pour Wendy ou Joe, je compte pas forcément le faire, à moins qu'il y ait plébiscite général pour ces personnages-là. Bon, ce qui fait que mine de rien, en mystique, j'aurais pas tenté de le faire avec le père Mathéo. Je l'aurais pas fait avec Akashi non plus, même si c'était prévu à l'origine. À voir si finalement je m'y mets ou pas. Mais bon, j'ai un peu poncé quand même la thématique. Je vais continuer à réfléchir aux ultimatums, voir un peu ce qu'il y aurait d'intéressant, qui changerait un peu la façon de jouer autrement. Il y a l'ultimatum Agonie aussi, où on est obligé de mettre si ce n'est l'intégralité, au moins un maximum de dégâts et ou horreur sur un seul soutien à la fois. En mode, voilà, le gros méchant il nous attaque, ben, en gros, c'est un peu plus réaliste. Il attaque soit Malesson qui est à côté de moi, soit moi. Pourquoi pas, à voir. Et auquel cas, je pense que je repartirai avec de l'XP pour le coup, pour bosser un peu, voir un peu les cartes à XP un peu plus. Et en difficile, peut-être. Et puis on verra ça. Donc une année, encore une fois, pas méga prolifique en matière de jeu, mais très intéressante d'un point de vue flow avec cette thématique induction. Honnêtement, bon, je sais que c'est pas le genre de défi qui intéresse tout le monde, mais franchement, je pense que c'est un truc sympa à faire au moins une fois, et notamment sur Dunwich, parce que déjà la campagne donne pas énormément d'XP, donc le différentiel n'en est que moindre. Et par la suite, c'est vrai que comme ça fait partie des premières campagnes, généralement on l'a plus jouée, on la connaît mieux. Elle a des scénarios avec des thématiques et des mécaniques qui sont très faciles à appréhender. Le musée Miskatonic, il n'y a qu'un seul ennemi. L'Express du Comté des Sexes, on sait qu'il faut rusher. Donc c'est vrai qu'en fait, en termes de réflexion pour le deck, c'est plus facile que sur d'autres campagnes avec un niveau de difficulté supérieur, avec peut-être une moindre maîtrise de la campagne. Donc franchement, si jamais vous voulez le tester, faites-le, sachant que voilà, si vous ne le faites pas en renouveau, et il vaut mieux ne pas le faire en renouveau au début, bon bah vous savez que dans l'idéal, il vaut mieux prendre un chercheur pour pallier la difficulté de tous les tests d'enquête.
typiquement, voilà, Joe, moi je vous dis, ça passera très très bien si vous prenez Joe. Vous pouvez le tenter aussi avec Ursula, qui a des très bonnes stats défensives. Franchement, n'hésitez pas, bon, même s'il y a quand même pas mal d'ennemis, donc il faudra qu'elle soit capable de fuir convenablement. Voilà. Au niveau des investigateurs de l'année dernière, je vous avais parlé du coup de Daisy Walker, de Luke Robinson et de Charlie Kane. Alors, bon, Daisy, parce qu'elle avait eu un méga big up avec des bouquins qui étaient sortis avec les Clés Écarlates, notamment les Mémoires Macabres. Parce que j'avais fait des runs assez intéressants avec elle, que ce soit avec les glyphes archaïques, avec des sorts, avec Abigail Foreman. J'avais beaucoup aimé l'amélioration du personnage et la diversification des choses aussi qu'on pouvait lui demander. Luke, c'était pareil, et j'ai failli vous le remettre cette année parce que j'ai encore fait des petites choses avec Luke. Et moi, je trouve vraiment que c'est un personnage, au-delà du fait qu'il soit surpuissant, mais en fait, on peut faire plein de trucs super sympas avec, notamment en matière d'événements, même en jouant sur les fatalités avec le Devermis Visteris, ce que peut faire aussi Daisy. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont très sympas, moi, je trouve. Et Charlie, j'en avais parlé notamment avec le combo qu'il avait avec le limier invoqué. Bon, alors cette année, ce que je retiens notamment, c'est Wendy Adams. Wendy, bon, qui encore une fois est un personnage qui est très fort, la version classique, pas la version parallèle. Je n'ai pas joué la version parallèle. Pourquoi je la retiens? Parce que c'est avec elle que j'ai gagné enfin mon premier run sur Hemlock Vale. Certes en standard, mais quand même. Après avoir fait un premier échec avec Finn, puis avec Jack parallèle. Elle a reçu, à mon avis, de belles améliorations avec le Hemlock Vale. Et notamment, en fait, tout ce qui est ce que la communauté anglophone appelle l'archétype Foot Matter. C'est-à-dire, en gros, un archétype qui vise à concentrer ses efforts sur la statistique de l'agilité. Un peu à l'instar des mystiques, et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le jeu se développe, on le voit, il y a de plus en plus de cartes qui nous permettent de faire, entre guillemets, du mono-compétence. On l'a vu récemment, pour ceux qui sont sur le Discord, ils l'ont vu, il y a un spoil qui a leaké sur une carte qui s'appelle le pied de biche, Crowbar, en anglais, où en gros, le chercheur, enfin le gardien, peut utiliser sa force à la place de son intelligence pour enquêter. Voilà. C'est ce qui fait qu'on peut parfois dégager des archétypes qui font qu'on devient un peu monocompétence, un peu proportion gardée. Et pour Wendy, bah, évidemment, il y a le British Bulldog pour combattre, il y a le kit, enfin la trousse de cambrioleur pour enquêter. De mémoire, la trousse de cambrioleur, c'est les clés, et le British Bulldog, c'est Hemlock. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont sortis récemment pour améliorer ça. En parallèle de ça, bon, le fait qu'elle puisse conjuguer le méga test et récup fait qu'elle peut faire des trucs quand même assez intéressants. Et il y a eu aussi cette nouvelle compétence qui est sortie avec Hemlock qu'on peut jouer depuis la défausse et qui vient rajouter un peu à sa capacité avec un peu plus de cartes. Notamment, ça remplace les lueurs d'espoir qui, bon, n'étaient pas forcément très fortes, qui nous venaient de la carte myriade survivant qui nous vient des dévoreurs de rêves. Donc voilà, je trouve que Wendy a eu quand même des améliorations sympathiques qui en fait quelqu'un qui se joue extrêmement bien en solo. Et en multi, ça peut faire un personnage flex très intéressant. En deuxième, Winifred. Alors moi, Winifred, c'est un personnage que j'appréciais pas plus que ça. Je l'avais joué une fois avant 2024, mais c'est vrai que c'était pas trop ma cam, le mono-truand. Alors, non pas que ce soit pas sympa à jouer, mais bon, j'avais pas perçu vraiment, enfin, j'avais pas apprécié comme j'avais pu apprécier d'autres choses. Et bon, bah, cette année, à l'instar de Wendy, elle a eu pas mal d'améliorations pour vraiment se concentrer sur son agilité. En plus, elle a 5 en agilité. Elle adore le méga test et elle adore qu'on attribue. Donc, tous ces ingrédients font que, en retestant, je sais plus ce que j'ai joué avec elle. Je ne sais plus. Je sais plus. Si, j'avais joué la demeure des dieux. J'avais joué la demeure des dieux en difficile. Et en fait, c'était un truc de fou. Franchement, elle a vraiment géré ouf. Après, évidemment, qui dit la demeure des dieux dit échec. J'ai toujours pas réussi. Je crois que si, j'ai réussi une fois à gagner scénario en solo. C'était avec Wendy il y a longtemps. Une fois. Mais bon, voilà, Winnie n'a pas réussi
vaincre Nirla. Sur les deux, j'en avais un de vaincu, et en fait, il s'en est fallu de peu, puisque j'avais le deuxième en main, j'avais la carte chuchotement, je sais pas quoi, qui est aussi en main, mais j'ai pas eu assez d'action pour me rendre dans le lieu et faire le test qui allait bien. Si j'avais eu assez d'action pour y aller, le test serait bien passé, parce que Winnie n'échouait à aucun test. Bon, ce qui a fait aussi que j'ai beaucoup apprécié Winnie, c'est la nouvelle carte Faire du charme, et j'y reviendrai par la suite. Parce que pour moi, pour les truands, ça change quand même énormément de choses. Il y avait eu un bon développement des truands ces dernières extensions, et là, avec Hemlock, on voit vraiment que c'est bon, les truands, comme ça se dit beaucoup sur Discord, c'est plus du tout la dernière roue du carrosse, on en est très très loin. Maintenant, c'est plutôt les gardiens qui sont un peu en reste, entre guillemets. Mais bon, voilà. Pour, à titre, histoire de détailler un peu, sur ce run en solo difficile avec Winnie, premier scénario, bon, facile, je claque les 12 XP. Bon, rien de bien impressionnant. Scénario 2, j'arrive à choper 8 signes, quand même, 8 signes de Cadas. C'est beaucoup. Moi, j'ai pas beaucoup réussi à faire mieux sur d'autres runs. Peut-être qu'une fois, j'ai réussi à claquer 9. Mais c'était quand même pas mal. Enfin, c'est même énorme, 8 signes. Moi, je trouve, en tout cas, moi, en tant que joueur, c'est beaucoup. J'arrive rarement à en faire 8, voire très rarement. 9, c'est une fois. J'avais réussi à avoir une 11 XP. 11 XP sur ce scénario 2. Et en fait, le dernier scénario, en fait, le début, il est super fort. J'arrive, bon, étant donné que j'ai X signes de Kadat, en fait, sur les portes d'Onyx, je suis tranquille. J'arrive au début de la deuxième partie, à la fin du round 4. Donc ça va quand même super vite. De toute façon, on est obligé d'attendre la fin du round pour pouvoir avancer. Donc ça va quand même très vite. Je perds que 4 rounds. Et en soi, j'aurais pu en perdre que, on va dire, 3 et une action, le temps de me déplacer. Et en fait, malheureusement, voilà, sur cette dernière partie, à un moment, je claque 4 indices. Et sur les 4 indices claqués, il y a 0 Nirla. Et il n'y a aucun chuchotement. Je le rappelle aussi, il n'y a que des mauvaises cartes cachées qui ont vraiment paralysé ma main. Bon, c'est un peu l'écueil et la difficulté de ce scénario, mais c'est vrai que quand sur le deck de rencontre on claque 4 indices, ça nous permet de regarder 3 cartes, de révéler 3 cartes du deck rencontre, et sur du coup 12 cartes, il n'y a aucun Nirla, ouais, ça fait mal quand même, ça fait mal. Ensuite Diana, bon on l'a vu, Diana je l'ai joué 3 fois. Pareil, Diana, je trouve que, bon, déjà, d'origine, c'est un de mes personnages en termes de fluff que je préfère. C'est un personnage en termes de mécanique que j'aime beaucoup, et c'est un personnage en termes de multi que j'adore. Je trouve que vraiment, en termes de personnage de soutien, c'est peut-être celle qui le fait le mieux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les chercheurs peuvent faire du soutien aussi. J'ai joué récemment un Vincent au-delà du soin. Pour mes coéquipiers, c'est vrai que je faisais beaucoup de combats, mais je faisais aussi un petit peu d'enquête. Je leur facilitais beaucoup la vie. C'était un run full chercheur d'ailleurs, Ursula, Mine, Vincent, avec Akanos et Psy sur Hemlock. On a réussi à gagner la campagne, bon en standard encore une fois. Mais Diana, moi je trouve vraiment que le fait qu'elle annule, le fait qu'elle puisse jouer du béni, et du coup, ça veut dire aussi d'économie avec le rituel de sanctification, par exemple. C'est vraiment un personnage qui peut faire plein de choses. Alors, effectivement, il y a peut-être un petit souci au début de mise en route, avec une mise en place qui peut être un peu pénible, mais je trouve que derrière, c'est un personnage qui joue très très bien, qui est très sympa. Et l'un des combos que j'ai beaucoup apprécié jouer cette année, je m'en suis aperçu quand j'ai joué Dexter avec les fatalités et le masque du chat. J'ai retesté en fait ce petit combo fatalité masque du chat avec Diana en solo. En fait, plus que les soutiens, baguette de sorcier, serpe de cérémonie et celui aussi pour l'agilité, je l'ai fait un peu avec ça, mais je l'ai fait aussi avec le pacte de sang, qui est en mode permanent, donc 3 XP permanent, qui était déjà là. L'objectif, c'était d'aller chercher le plus vite possible le masque du chat. Et en fait, en jouant sur le permanent pacte de sang, le masque du chat, et un peu plus loin dans la campagne, j'avais rajouté la fameuse carte que j'avais jamais jouée avant,
Sin Eater, je sais plus comment elle s'appelle en français, celle qui nous permet d'enlever des fatalités. Et bien franchement, c'était super fort. Et ça m'a permis de voir que, bon, bah, encore une fois, malheureusement, Amina n'est pas le meilleur personnage pour jouer avec les fatalités. Dexter passe avant, Diana passe avant, je trouve. Même si en soi, elle peut prendre toutes ses cartes, Amina, mais je trouve que Diana s'en sort carrément mieux parce que sa volonté, bah, quand elle est à 6 et que derrière il y a le masque et qu'il y a en plus le pacte du sang, bah, on atteint des sommes stratosphériques. Et bah, à l'instar, ça a été un peu joué un peu après Wendy Adams et j'ai réussi en solo difficile pour le coup avec de l'XP à gagner Hemlock Vale, première ou deuxième conclusion, je ne sais plus, grâce à ce deck axé sur les fatalités. Et franchement, je trouve qu'il y a une diversification aussi de Diana qui est assez sympa, au-delà des combos habituels, tu ne m'auras pas deux fois, la lame du crépuscule, c'est quand même pas mal. Et pareil, et j'y reviendrai juste après aussi, Diana a accès à aller de l'avant, et en termes de personnage de soutien, bah c'est vraiment fort si on veut faire une Diana accès événement cancel, plus compétences avec juste aller de l'avant en termes de sort, pour venir donner des compétences avec des points, enfin des points d'interrogation, des icônes libres à ses camarades, en fait ça marche super bien. Donc c'est toutes ces possibilités, moi je trouve vraiment que Diana a beaucoup gagné, et je trouve que c'est un personnage qui est très tactique à jouer, très sympa à faire. Et du coup, pour faire la paire avec Diana et aller de l'avant, ben, je vais vous parler de Mark Harrigan, parce que j'ai fait qu'un seul run avec Mark. C'était Dunwich, renouveau, difficile. Et ben Mark, il a pété la baraque. C'était un truc de fou, évidemment parce que j'ai cherché en fait à maximiser la pioche de Mark et à jouer notamment aller de l'avant. Bah, ça a été vraiment stratosphérique. Au premier scénario, donc je commence par la Bella Luna. Rien de particulier. Par contre, au deuxième scénario, je récupère les indices dans les dortoirs. Je décide de ne pas sauver les étudiants. Et malgré le tempo plus serré en prenant en deuxième scénario l'activité extrascolaire, j'arrive quand même à péter l'expérience. Bon, le scénario Horror Chasseresse, bon, bah, ça a été assez facile. Le scénario L'Express du Comté des Sexes, bon, j'avais la hache runique, évidemment. Hein. L'idée, c'était vraiment de voir Marc en mode gros bourrin ce que ça pouvait donner. Et en fait, avec la hache runique, bon, bah, le contrôleur il était trivial. Il s'est fait à chaque fois, il s'est pris un énorme coup de hache et il est reparti, hop, au fond du train le temps que j'avance. Avec aller de l'avant, bah, en fait, je piochais et je surpiochais, puisque du coup, j'avais Sophie, dégâts, je prends une carte. J'attribue une maîtrise, je prends une carte. Et si je mets un aller de l'avant sur, je sais pas moi, une dextérité que je transforme en icône libre, et ben je reprends une carte. Ça veut dire que sur une action, je piochais jusqu'à 3 cartes. C'était juste incroyable. C'était juste incroyable, évidemment. Guirish autour de tout ça pour le soigner Guirish petit à petit. Franchement, c'était super fort. Ça a été super fort au point même que je me suis frotté au scénario des rejetons, la frontière du visible, et que Marc, il en a quand même claqué 3 sur 5. Le quatrième, c'était presque ça, mais j'ai pas eu le temps niveau tempo. J'ai eu une mise en place un peu compliquée là-dessus. Mais voilà, 3 rejetons sur 5 en difficile en solo, pareil, c'est quand même quelque chose qui, chez moi, est rarissime. Hein. L'avant-dernier scénario, il a été un peu compliqué parce que pareil, j'ai eu un peu de mal à me mettre en place, mais derrière, ça a été très très bien. Oui, sachant que j'ai oublié de le dire, mais sur du sang sur l'hôtel, le scénario a été gagné en mode éclair, 6 rounds. 6 rounds et 3 actions, donc en gros 7 rounds, mais j'avais pas passé le 7e round, j'avais pas fini. Silas, dans sa cave, il a été géré en un tour au niveau des dégâts, tellement c'était une brutasse le Marc. Et du coup, comme j'ai géré en 6 rounds, en fait il n'y a eu qu'un seul sacrifice. Et ça, je crois que ça ne m'était jamais arrivé, un seul sacrifice. C'était vraiment super fort, donc franchement, c'est un deck qui, à l'instar un peu de Winifred, pioche énormément, du coup est très fluide, alors avec plus de mise en place que Winifred. Winifred, en gros, une fois qu'elle a la trousse de cambriolage, elle est partie et plus personne ne l'arrête. Marc, c'est vrai que bon, il lui faut aller de l'avant, il lui faut la hache runique, il lui faut Guirish aussi, de préférence, mais par contre, c'est sûr qu'en termes de pioche, c'est
c'est super, c'est vraiment super. Et encore à l'époque, j'avais fait une petite erreur de deck building puisque j'avais pas pris la première des cartes que je retiens cette année. Et cette carte gardien n'est autre que force opérationnelle, un événement qui coûte 2, une icône d'intelligence, de force et d'agilité, tactique double. En tant que coût supplémentaire pour jouer force opérationnelle, dépensez une action, l'un après l'autre dans n'importe quel ordre. Choisissez un investigateur dans votre lieu qui, raison de capacité activée sur un soutien qu'il contrôle sans payer son coût, se déplace vers un lieu connexe, découvre un indice dans son lieu. Cette carte, elle est juste ultra forte. Franchement, parmi les événements à trait double qui sont apparus avec M-Lock, c'est mon préféré, c'est clairement mon préféré, et j'estime que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur. Franchement, c'est super fort. Déjà, le point de vue du solo, 2 actions pour 3. Bon, gain qui est plutôt pas mal. Pour un gardien, découvrir un indice sans test, c'est énorme. C'est leur point de difficulté, et là, on en a un pour 2 ressources, ce qui revient à une autre scène de crime quelque part. Mais à côté de ça, il y a aussi un déplacement et potentiellement une capacité activée. Ça peut être une arme pour gérer un ennemi, mais ça peut être aussi une lampe torche. Et auquel cas, moyennant 2 actions, lampe torche, déplacement, découverte d'indices, ça fait 2 indices, et il nous reste encore une action. C'est, en termes de solo, c'est une compression d'action avec, à la carte, des actions qui sont vraiment super efficaces. Et à côté de ça, en multi, c'est énorme. Alors évidemment, on pense tout de suite à Carson. Carson, en fait, il va distribuer des actions à ses camarades. C'est quand même pas mal. Bon, alors effectivement, il faut bien faire attention. Si on envoie un investigateur dans un autre lieu, on ne pourra pas lui donner une autre action avec le fait de se déplacer. Si Carson est dans le même lieu que, je sais pas moi, Daisy, si il envoie Daisy dans le lieu d'à côté, il ne pourra pas lui faire découvrir un indice à elle dans le lieu d'à côté. C'est une limite. Mais, encore une fois, quand on a l'habitude de jouer en multi, bon, moi c'est un peu plus le cas en duo, bon bah voilà. Mon chercheur, je lui fais activer n'importe quelle capacité qu'il a sur un de ces trucs pour enquêter, ou je fais découvrir un indice, je le déplace, et après, moi je récupère un indice, ou moi j'active une capacité quelque part. Voire, combo, chose que je n'ai pas vue, que je n'ai pas testé, et il faudrait vérifier l'ordre du timing, parce que je ne l'ai pas en tête, et j'ai pas réfléchi avant, c'est le fait de jouer et la force opérationnelle quand on a sur table garde du corps, safeguard, cette carte qui nous permet en fait de suivre notre camarade de jeu pour la version 2XP en dehors du lieu. Là, auquel cas, avoir à confirmer si on peut suivre, si c'est pas que pendant le tour de l'autre investigateur qu'on bouge et qu'on le suit, et ben en fait, là pour le coup, on peut utiliser force opérationnelle, le déplacer et le suivre et du coup continuer. Peut-être, à vérifier. Mais bref, une carte, moi, que je trouve vraiment phénoménale. Franchement, phénoménale. Il n'y a que du bon dans cette carte. Et pour 2 ressources, franchement, ça se joue parfaitement bien. Évidemment, bah, j'ai aussi joué cette carte avec Diana. Diana, en début de partie, quand elle a une faible volonté, bah, découvrir un indice dans son lieu et activer, par exemple, une lampe torche, bah, ça lui fait 2 indices, en gros. Et par ailleurs, bah, en tant que personnage de soutien, pareil que Carson, bah, ça va permettre de faire des choses intéressantes. En chercheur, j'ai moins joué chercheur cette année, je vous l'ai dit. J'ai mis le masque de la souris, c'était un peu la facilité, parce qu'en solo, bah, évidemment, dès lors qu'on révèle un lieu, ou qu'on met un nouveau lieu en jeu, et ce qui arrive du coup en solo très fréquemment, voire à tous les tours, bah, ça nous fait une offrande supplémentaire par tour sur le masque de la souris. Quelque part en solo, le masque de la souris, il est entre guillemets un peu illimité, dans le sens où c'est nous qui révélons à chaque fois les lieux, et c'est nous qui mettons en jeu les nouveaux lieux. Donc c'est vrai que pour le solo, le masque de la souris, ça protège du deck de rencontre avec la volonté, et ça nous permet d'enquêter, qui est la chose qui nous permet de faire avancer le jeu. Quoi dire de plus, c'est juste une évidence. Les masques sont juste pétés. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne coûtent pas au moins un XP. Au moins. Ça changerait pas grand-chose, mais au moins, les gens qui les prendraient avec dans le livre du sujet, bon, on claquerait un XP, il en resterait que 2. Mais les masques, tous les masques, non. Il y a des masques moins forts que d'autres, mais celui-ci, notamment en solo, c'est n'importe quoi. Et alors avec Ursula, je vous dis même pas.
travail de terrain, quand Ursula elle a ça, ça sert plus à rien. Ça coûte une ressource de plus, et ça s'active que quand on se déplace. Bon, bah là, en fait, on peut l'activer quand on veut, et on regagne quand on se déplace. Donc quelque part, pour Ursula, c'est super. Faire du charme, voilà, j'ai dit que j'en parlerai. S'en tenir au plan des truands, il a mis du temps à arriver, mais franchement, qu'est-ce que c'est bon cette carte. Alors effectivement, comme s'en tenir au plan, permanent exceptionnel, donc coûte 6 XP, c'est un peu cher, mais ça fait tellement la diff. Et puis son effet est un peu différent de s'en tenir au plan quand même. On peut aller soit chercher les cartes parmi les 9 du dessus de notre deck, soit récupérer celles qu'on a. C'est super sympa parce qu'en fait, au-delà de sortir 3 cartes du deck, certes avec que le trait ruse, mais bon, en truand, il n'y a que ça, des événements russes quasiment. J'exagère, mais il y en a énormément. Au-delà du fait de sortir ces 3 cartes, eh bien, ça peut nous permettre d'aller en sortir 3 autres à terme du deck. Donc ça fait de la pioche supplémentaire. Donc à cet égard, c'est plus fort que s'en tenir au plan, quand bien même s'en tenir au plan à les traits et tactique et ravitaillement. Non, tactique et ruse, je sais plus. Je sais plus, il y a 2 traits. Bon, bref, vous l'avez compris. Faire du charme, super fort. Très sympa. C'est vrai que bon, moi j'ai pas trop joué marché clandestin, soutien de la pègre, tout ça. C'est pas des permanents ou les decks illicites, c'est des choses que j'avais envie de jouer, que j'avais envie de tester, mais ça m'a pas attiré plus que ça dans la réalisation, dans l'exécution que les designers ont eu du jeu. Par contre, faire du charme, bon bah là, c'est juste une réussite à 300%. Donc bon, ça sert à rien d'épiloguer davantage là-dessus. Bon, bah, en mystique, évidemment, comment ne pas parler d'Alyssa Graham? Alors oui, je sais, on revient aux origines avec Dunwich, mais en fait, ce personnage, à l'instar de Malleson pour mes run chercheurs, ça a été tellement une révélation, en fait. Ça booste la caractéristique la plus importante du jeu, qui est l'enquête pour pouvoir avancer le jeu. Certes, vous allez me dire, les mystiques jouent à la volonté. Oui, mais pas tous. Luke peut l'utiliser, Diana peut l'utiliser, Marie l'utilise évidemment. Et ça fait du filtrage du deck rencontre, c'est quand même vraiment pas mal. Et on sait ce qui nous attend si jamais on décide pas de la placer sous le deck. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, évidemment, il y a l'aspect aussi, on peut regarder la carte du dessus de n'importe quel investigateur. Bon, est-ce qu'on va le faire? Moi, je l'ai jamais fait, c'est pas ce qui est intéressant. Mais par contre, le deck rencontre, c'est top. Et honnêtement, franchement, je ne comprendrais pas qu'on n'ait pas une version à XP d'Alyssa Graham pour aller avec Gloria, avec Gloria Goldberg. Je ne comprendrais pas. On a eu le retour d'Olive McBride avec Hemlock Vale par rapport au Benny Maudit. Si on n'a pas un retour d'Alyssa Graham avec une version 2 ou 3 XP avec un effet un peu différent, je ne comprendrais pas. La carte va trop bien aussi avec Gloria, bon, même s'il y a d'autres choses aussi à faire, hein. Mais c'est dans la thématique, c'est dans la mécanique, franchement, je ne comprendrais pas. Je sais que peu de gens la jouent, mais honnêtement, en solo, elle fait carrément le café. Hymne antédiluvien, c'est la deuxième carte dont je voulais vous parler, parce que en solo, le fait de... Bon, je vais quand même revenir sur la carte, pardon, événement, c'est un autre double, c'est un événement qui coûte 2, qui a une icône de volonté, intelligence, force, trait augure double. En tant que coût supplémentaire pour jouer une antédiluvien, dépensez une action, révélez les 5 cartes du dessus de l'écran compte. Pour chaque carte révélée, vous avez le droit d'ajouter un pion maudit à la réserve du chaos pour placer cette carte sous le deck rencontre. Remettez les cartes restantes au-dessus du deck rencontre dans l'ordre de votre choix. Et en solo, le fait de révéler les 5 cartes du dessus deck rencontre sans chercher à ajouter forcément des pions, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui va nous poser problème dans notre construction de deck, comme par exemple un ennemi élite qu'on ne saura pas gérer, rien que le fait de remettre les 5 premières cartes dans l'ordre de notre choix, ça vaut les 2 actions. Parce que, notamment avec Diana, on sait quand est-ce qu'on va pouvoir cancel des choses intéressantes ou pas, on sait qu'on pourra réserver nos cancels pour plus tard, par rapport à ce qui va nous arriver. Et puis bon, entre nous, enfin franchement, un maudit pour mettre une carte sous le deck rencontre si jamais elle est trop embêtante. Là, il faut être un peu tacticien parce qu'il vaut mieux avoir la connaissance des cartes qui nous arrivent dessus dans les prochains tours que ne pas les connaître et de les virer toutes derrière. Mais c'est sûr que voilà, quand il y a un truc ou deux qui est vraiment insurmontable mais qui est vraiment très embêtant,
On pense par exemple à part au-delà du voile, si jamais on est déjà un peu ric-rac en termes de dégâts, ou à son pendant pour les horreurs dans Hemlock Vale, si on est déjà un peu en situation délicate avec tous nos traumas mentaux. Ça se fait, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en solo, mais cette carte, elle est juste trop forte. Sur un scénario comme l'Express du Comté des Sexes, ça vaut le coup en fait de jouer ça. Parce que si jamais on a des horreurs agrippantes et que dans notre main on voit qu'on n'a pas d'armes pour les gérer ou qu'on n'a pas de carte compétence pour venir les fuir, les horreurs agrippantes on les fout derrière. On les fout derrière et du coup on sait qu'on va pas avoir de mob sur les 3 ou 4 prochains tours. Alors oui, on a perdu 2 actions et si on est en renouveau, on a le contrôleur qui va nous embêter. Mais derrière, en fait, on sait qu'on est peinard. C'est fou. Dans Horreur à toute vitesse, si on voit qu'on a des cartes qui viennent nous mettre les voitures en panne et qu'on n'a pas de quoi faire les tests, et ben en fait on les vire. C'est super pratique. Alors effectivement, à compter du trio, ça sert plus à rien parce que, à moins d'avoir genre un Carson ou une Diana qui utilise ses actions pour ça, ou alors une Séphina qui, par un certain moyen, pourrait dédoubler l'hymne antédiluvien. Faudrait voir comment. Est-ce qu'il n'y aurait pas une moyen, si elle a un Léo Deluca par exemple, si elle le dédouble, effectivement elle voit les 10 cartes du dessus de l'écran contre, là en trio ça va. Là en trio ça va parce que ça nous fait 3 tours. C'est génial. Elle perd, elle, un tour, mais ça fait 3 rounds. 3 rounds, 3 x 3, 9. Bon, voilà, c'est quand même pas rien. Faut voir ça, mais moi je pense que cette carte est quand même super sympa, même si, voilà, en duo classique, bon, avoir la visu sur 2 rounds, c'est pas mal, c'est pas ouf. Je pense qu'à ce compte-là, il vaudrait peut-être mieux avoir Divination. C'est peut-être mieux, parce qu'on garde 3 cartes, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, c'est peut-être mieux, mais en tout cas, à partir du moment où on a des petits combos comme avec Séphina, comme j'ai dit, ou qu'on a vraiment quelqu'un qui est axé purement soutien comme Diana ou encore comme Carson, ça vaut le coup de le faire. Et en solo, comme je dis, perdre 2 actions pour avoir la connaissance des 5 prochaines cartes qui vont nous venir dessus, pouvoir choisir leur ordre et peut-être s'enlever une épine du pied qui est très difficile, c'est super. Franchement, c'est super. Et je reviens sur Alyssa. Bon, c'est vrai que par exemple, on pense beaucoup à Malesson, à Milan Christopher pour Daisy, notamment hors tabou. Par contre, en tabou, honnêtement, hein, franchement, à partir du moment où on a construit notre deck de façon intelligente et qu'on peut récupérer des ressources autrement que par Milan, bon, ça sert à rien d'avoir pléthore de ressources et de faire du pay to win avec Daisy. Hein. Si on peut avoir Alyssa, ça nous donne notre boost d'intelligence et à côté de ça, ça nous filtre le deck rencontre, c'est quand même très bien aussi. Hein. Allez, on va passer rapidement sur les 3 cartes survivants, qui sont 3 cartes de niveau 1, 2 à la croisée des chemins et la nature de la bête, qui sont des cartes dilemme qui nous viennent des clés écarlates, et de l'autre côté implacable, qui est une compétence qui nous vient d'Innsmouth. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est le triptyque des cartes qui sont dans tous mes decks survivants, ou dans tous mes decks de quelqu'un qui peut prendre survivant. À peu de choses près, quand on joue un Vincent, on est un peu limité en termes de slots, on a besoin d'autres trucs niveau gardien, etc. Donc on n'a pas forcément les 2 exemplaires des 3. Mais en fait, ces cartes-là ont donné une fluidité au gameplay des survivants qui, je trouve, est faramineuse. Il y a Brûlé après lecture aussi, évidemment. Il y a toujours Raillerie qui est très bien. Mais c'est vrai que maintenant, j'arrive plus vraiment à concevoir des decks survivants en solo ou en multi qui ne prennent pas en compte ces 3 cartes, tellement je les trouve fortes. Bon, évidemment, Implacable avec Silas, c'est juste de l'auto-include, c'est sa carte signature cachée, j'ai envie de dire. De toute façon, il est sur l'illustration et sans chemise. Mais voilà, ce sont des cartes qui permettent en fait de gagner, vraiment gagner. Et typiquement, je pense à Mandy Thompson. Mandy Thompson, moi maintenant, et j'en avais parlé lors de ma vidéo sur Mandy, je la joue en fait que avec Surveillant. Avant ces cartes-là, j'étais un peu en mode bon, tantôt truand, tantôt mystique, survivant un peu moins. Mais en fait maintenant, avec la pioche qu'il y a et en plus le tabou qu'elle s'est pris, le fait qu'elle doive prendre 50 cartes, bah oui, désolé, les survivants font un peu plus piocher que les truands et que les mystiques maintenant. Donc c'est vraiment pas mal, et le fait
récupérer des indices, encore une fois sans test et sans action, et en choisissant une carte rencontre parmi 3, on a toujours possibilité de s'arranger, que ce soit que si on est gardien biclassé survivant, on prend un petit ennemi et on joue soit une scène de crime derrière, soit force opérationnelle ou autre chose. Si on est chercheur, on prend un test de volonté, ou mystique, un test de volonté aussi. Nature de la bête aussi, c'est super fort. Donc franchement, moi ces 3 cartes-là, si jamais vous les avez pas jouées, si jamais ça vous disait trop rien, mais franchement, allez-y les yeux fermés. Ça va dynamiser, fluidifier vos decks qui ont des splashes survivants de niveau 1. Pour moi, je trouve ça vraiment super fort. Voilà, allez, j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps pour un petit bilan. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager et à me faire aussi des retours sur vos expériences sur cette année 2024, les investigateurs que vous avez préférés, ceux qui ont évolué de façon la plus favorable, qui ont eu des avancées significatives, ou ceux pour lesquels vous êtes déçus d'ailleurs, qui n'ont pas reçu ce que vous attendiez. Je pense qu'il y aura certains qui vont encore parler de Preston, qui est encore l'éternel oublié parmi les truands. Et évidemment, me parler de cartes particulières que vous avez jouées plusieurs fois, avec lesquelles vous avez trouvé des combos intéressants, etc. Donc voilà, allez, n'hésitez pas, encore une fois, à liker, partager, commenter. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties. À la prochaine, et puis du coup, meilleurs vœux pour 2025. Au revoir.